Pendant plus d'un millénaire, l'Europe entière était paysanne. De génération en génération, des hommes et des femmes proches de la terre en ont pris soin pour se nourrir et nourrir leurs semblables. Mais que savons-nous de leurs peines et de leurs rêves, de leur solidarité et de leur révolte contre tous les dominants qui veulent s'emparer de leurs champs et de leur travail? Privé de pouvoir et de récit, ce peuple paysan a longtemps vécu dans le silence et l'obscurité. Aujourd'hui, on le dit en voie de disparition. Pourtant, son histoire est plus actuelle que jamais, traversée depuis 15 siècles par une même question, celle de la terre et de son usage. Elles sont plus sages que nous. Ils sont allés se cacher dans la petite maisonnette. Ils sont allés se cacher dans la petite maisonnette. C'est pas qui dit que les animaux sont stupides. Si on fait une comparaison avec les humains, il y a de quoi discuter. Hein? Il y a de quoi discuter. Mon grand-père était analphabète, ma grand-mère était analphabète, l'autre grand-père était analphabète, l'autre grand-mère était analphabète. Et mon père, qui était très doué, avait pu étudier jusqu'à faire 5 classes et on voulait l'expédier au collège des prêtres pour être... C'était la seule chance de continuer, mais juste jeune, il avait déjà refusé ça. Et ma mère n'avait pas terminé sa 5e classe. Et tous, ils adoraient lire, bien sûr. Et c'est ça qu'on a eu, nous, comme héritage, si vous voulez. Ma mère et mon père ont toujours prétendu que nous, on étudie. Parce qu'ils avaient souffert de la soumission par rapport à ceux qui parlaient bien. C'est ça qu'ils disaient. Il faut connaître, il faut savoir. La question du savoir peut surgir aux endroits les plus improbables. Entre la poire et le fromage, par exemple. Au Moyen-Âge, on jugeait le fromage indigne des estomacs délicats, tout juste bon pour les paysans. Ils sont mauvais comme eux, disait-on. Tandis que la poire, fraîche et délicate, était le fruit noble par excellence. Mais au XVe siècle, les goûts changent et le fromage associé à la poire devient un mets raffiné. Apparaît alors en Italie un curieux proverbe. Le paysan ne doit pas savoir que le fromage est bon avec la poire. Dans le proverbe italien qui dit « Le paysan ne doit pas savoir que le fromage est bon avec la poire », l'important, c'est la connaissance. Empêcher la connaissance de quelque chose. Empêcher l'autre de manger quelque chose parce que s'il y goûte, il va comprendre que c'est bon. Le paysan ne doit pas goûter telle ou telle chose parce que s'il essaie ces aliments, qui ne sont pas rares et auxquels il pourrait très bien avoir accès, alors il mangerait comme un gentilhomme. Et s'il mange comme un gentilhomme, rien ne va plus. En Italie, comme dans d'autres pays européens, les textes disent explicitement qu'il faut maintenir les paysans dans l'ignorance. Faute de quoi, ils pourraient devenir dangereux. Ils pourraient se mettre à penser. Cette conception du paysan comme un être un peu animal,
au-delà du mépris qu'elle affiche, permet surtout de justifier l'idée qu'il doit être maintenu à l'écart de la société civile, à l'écart des instances de décision ou de réflexion. Le Christ, sur cette fresque d'une église italienne, montre aux paysans tout ce qui est interdit le dimanche. Danser, faire de la musique, jouer aux cartes, travailler, être au lit. Les paysans ne savent pas lire, on leur parle par image. Une autre église, la chapelle San Rocco du village de Montereale, est dans le Frioul. Ici, le livre règne en maître, omniprésent dans toutes les fresques. Il y figure dans toutes les positions, pas moins de 16 fois. Mais c'est toujours le même, le livre unique, le livre saint, seule lecture autorisée. Un des paroissiens fréquentant cette église à la fin du XVIe siècle est Domenico Scandella, dit Menocchio, le meunier. On connaît l'histoire de ce paysan rebelle et philosophe grâce à l'historien Carlo Ginzburg, qui a découvert les actes de son procès dans les archives de l'Inquisition. Menocchio est arrêté en 1580, dénoncé par le curé du village pour ses propos blasphématoires. Face à ses juges, il déclare qu'il aime lire et qu'il possède 12 livres, dont la Divine Comédie de Dante et peut-être une version italienne du Coran. Et il a conscience que ces lectures lui permettent d'accéder à un savoir interdit. « Les inquisiteurs ne veulent pas qu'on sache, dit-il lors de son interrogatoire. Il cite souvent les voyages de Mandeville, un récit de périples extraordinaires dans des contrées inconnues. Mêlant cet imaginaire exotique à son expérience de tous les jours, Menocchio invente sa propre version de la création du monde qu'il livre aux inquisiteurs stupéfaits. Au commencement, dit-il, était le chaos, qui se coagula peu à peu, comme le fait le fromage à partir du lait, et des vers y apparurent qui devinrent les anges, et au nombre de ces anges, il y avait aussi Dieu lui-même, né comme eux de ce chaos. Menocchio est brûlé vif, en 1600, pour avoir rêvé d'un Dieu paysan. À la même époque, les inquisiteurs font une autre découverte dans le village de Brazzano, à une journée de marche de Montereale. Une secte de paysans qui se donne le nom de Benandanti, ceux qui marchent bien. Ils disent se rendre certaines nuits en rêve dans des champs éloignés où ils se battent à coups de branches de fenouil contre des sorciers armés d'épis de sorgho venus pour voler leurs récoltes. Tous les accusés insistent. Ces voyages et ces batailles nocturnes n'ont eu lieu qu'en rêve. Mais les inquisiteurs ont une autre vérité. Pendant longtemps, l'Église a traité la sorcellerie de village comme une simple superstition de paysans crédules. Mais en cette fin de XVIe siècle, son attitude change. La sorcellerie est désormais une immense conspiration collective. C'est le mythe du sabbat, inventé de toutes pièces par des docteurs en démonologie et qui nourrit encore l'imaginaire de ce film de 1922. Des milliers de sorcières volant à cheval sur leur balai se retrouvent de nuit pour adorer Satan et détruire le monde chrétien. On retrouve ce même récit dans tous les aveux de prétendus sorciers, comme ceux des Benandanti, qui après des années de prison finissent par renoncer à leur propre vérité et avouent qu'ils adorent Satan comme le leur dicte leur juge. Pourtant, dans ces aveux extorqués,
on peut parfois entendre leur véritable voix. On la reconnaît, dit Carlo Ginzburg, quand l'inquisiteur note qu'il ne les comprend pas. Nous avons, une couche profonde de croyances paysannes ou, qui sont liées à la fertilité des récoltes, sur lesquelles les inquisiteurs ont imposé, une réinterprétation diabolique. Les témoignages sont toujours liés au rapport des pouvoirs. Ça, c'est tout à fait évident. Et alors, ce sont les paysans accusés qui parlent lorsqu'ils parlent. Et alors là, encore une fois, je pense qu'il y a un problème qui touche pas seulement l'historien, mais, tous ceux qui essayent de comprendre quelque chose, pas seulement pour ce qui concerne les passés, mais aussi les présents. C'est-à-dire que le fait que, la hiérarchie des pouvoirs implique aussi une hiérarchie des témoignages, un accès aux voix qu'on peut, saisir, imaginer. Peut-être ils sont là, silencieuses, on ne sait rien. C'est l'Inquisition qui a permis de saisir des propos qui normalement auraient été, perdus pour toujours. Et là encore, on trouve cette ambiguïté, c'est-à-dire que c'est l'intolérance, la violence qui, travaillent d'une façon qui n'est pas intentionnelle pour saisir des documents d'une culture qu'elle cherche à effacer. Une leçon de morale chrétienne, l'arbre des vices, luxure, avarice, orgueil et leurs excroissances. Au pied de l'arbre, le nouveau couple diabolique, à la racine de tous les maux, le paysan et la femme. Les paysannes sont les principales cibles de l'épidémie de chasse aux sorcières qui ravage l'Europe du XVIe et XVIIe siècle, faisant des dizaines de milliers de victimes. Juges et inquisiteurs s'acharnent avant tout contre les plus faibles, les plus isolés au sein de la communauté, les vieilles femmes célibataires ou veuves auxquelles on prête des pouvoirs maléfiques. Envoûter les hommes, rendre malades les animaux, détruire les récoltes, tuer d'un simple regard. Des manuels expliquent comment reconnaître et traquer ces sorcières et leurs compagnons, des bêtes aux noms étranges qu'on appelle leurs familiers. Il n'est pas de sorcières de village qui ne soient ainsi entourées d'animaux réels ou imaginaires. C'est dire leur importance dans l'économie campagnarde. Le plus pauvre des paysans en possède. Mais pour que les bêtes le nourrissent, il doit d'abord les nourrir lui-même. Avec le peu de terre qu'on a, on ne pourrait pas nourrir 120 moutons. Et quand on avait 250, c'était encore pire. Aux alentours, on a ici des terres abandonnées, pratiquement. Donc on laisse... ça fait partie du paysage, on laisse les moutons aller. Quand c'était dans l'état, mes arrière-grands-pères, à la montagne, c'était des terres collectives ou de la mairie. Et donc, les bergers allaient pâturer et se refusaient de payer un loyer à la mairie parce qu'ils disaient, il y avait une expression dialectale pour dire droit de pâturage. Et c'était une expression sacrée. Droit de pâturage, tous ceux qui ont des animaux ont droit d'aller pâturer sur les montagnes. Point. Et je dis, jusqu'au fascisme, personne ne faisait rien. C'était normal. Ils allaient pâturer. Là encore, c'était des herbes de la mairie, de privés qui avaient abandonné les terres. Mais ça se fait encore, je dis, ça se fait. Si vous allez dans la campagne romaine, vous verrez des troupeaux de moutons qui pâturent. Et tu ne sais pas si le berger il paye quelque chose à quelqu'un. Ça se fait. C'est une espèce de nomadisation permanente qui circule avec l'étang, l'herbe
et l'œil du propriétaire de la terre qu'il faut manœuvrer pour ne pas se faire repérer. Quelquefois, on lui file un agneau, 3 fromages. La nourriture du troupeau, préoccupation constante des anciennes communautés villageoises, est régie par un ensemble d'usages collectifs qui redéfinissent tout l'espace rural en fonction de ce qui est permis ou non. Il y a l'espace du droit de parcours où plusieurs villages voisins se mettent d'accord sur la libre circulation de leurs troupeaux respectifs, à condition que chaque troupeau regagne son village d'origine avant la tombée de la nuit. Il y a l'espace commun de l'inculte qui appartient au village et où toutes les bêtes de ce village peuvent paître sans limite et en tout temps. Il y a l'espace du champ privé où tout villageois a le droit de mettre son bétail en pâture, mais uniquement une fois la récolte faite, ce qu'on appelle le droit de veine pâture. Et enfin, il y a l'espace interdit du jardin paysan, celui du retour à la propriété privée, du chacun chez soi. Aujourd'hui encore, la survie des terres communales, là où il en reste, est directement liée à celle du bétail. Malheureusement, nos terres communales rétrécissent comme peau de chagrin. Il y a 15 ans, vous auriez vu 800 vaches ici. Aujourd'hui, elles ne sont plus qu'une dizaine. Les troupeaux collectifs se réduisent parce que les paysans disparaissent. Or, qui dit moins de paysans actifs dit moins d'animaux et donc moins de terres communales. Par ricochet, cette diminution permet aux grandes industries de s'engouffrer dans la brèche et de s'emparer des espaces qui tardent à être repris par de jeunes paysans. Plus la communauté paysanne s'amenuise, plus l'accès aux terres communales diminue. Et si personne ne les revendique, l'industrie a beau jeu de débarquer en disant « Ces terres sont inexploitées, on veut les rendre économiquement productives et on les entretiendra ». C'est donc une porte d'entrée qui permet à l'agro-industrie d'accaparer les grands espaces qui sont, pour le moment, plus ou moins laissés à l'abandon. Mais c'est aussi le problème du pouvoir de négociation des communautés. Parfois, elles manquent de voix pour se faire entendre. À l'ère communiste, leurs revendications étaient étouffées par le régime. Mais aujourd'hui, les gens ne réclament pas ce qui leur revient. Même s'ils possèdent des animaux, ils se désespèrent. Ils les vendent et ils renoncent à être paysans, au lieu de se lever et de revendiquer leur droit à la terre. Dès le Moyen Âge, les troupeaux plus importants sont confiés à des bergers de métier, en marge de la communauté villageoise, fréquentant plus les bêtes que les hommes. Ce sont tantôt des figures positives, comme les bons bergers de la Bible, tantôt des solitaires taciturnes, doués de pouvoirs maléfiques, dont on dit qu'ils peuvent se transformer en loups, comme dans la fable de La Fontaine, et dévorer le troupeau qu'ils sont censés garder. Val di Fiemme, une vallée alpine au nord de l'Italie. Ici, les bergers sont respectés et considérés comme des hommes de confiance. Chaque été, ils mènent les troupeaux communaux des villages de la vallée dans les alpages d'altitude, ce qu'on appelle la transhumance verticale. Un trajet difficile et dangereux, tout au long duquel ils ont laissé des traces de leur passage. 50 000 inscriptions, dont la plus ancienne date du XVIe siècle, peintes à même les parois rocheuses. Des dessins, des croix indiquant la taille des troupeaux, des textes, témoignent de la culture de cette société à part, liée par un savoir commun. Loin du village, la montagne devient un espace de liberté et de jeu. C'est à qui montera plus haut pour laisser son nom aux endroits les plus inaccessibles, atteint grâce à un arbre abattu ou en revenant en hiver pour profiter de la neige accumulée. En Irlande, où les pâturages d'été sont plus faciles d'accès, l'estive était une pratique communautaire. Les jeunes filles du village montaient avec le troupeau et restaient à le garder pendant tout l'été.
Ces pierres, c'est tout ce qui reste aujourd'hui des cabanes où elles vivaient ensemble pendant quelques mois. Une vie collective à l'écart du village, dans ces espaces frontières où naissent les légendes. La plus répandue raconte les amours d'une jeune fille avec une créature surnaturelle, déguisée en homme pour la séduire. Dus morgen ach merenken se tauru kasna kauna kama shar. La jeune femme de la chanson regrette d'avoir quitté les pâturages d'été pour se retrouver en ville, dans les basses-terres, adulte et mariée. Cela donne une idée de ce qui lui manque. Il y avait davantage de liberté dans l'estive. C'étaient surtout de jeunes adolescentes qui vivaient en groupe, et pendant le temps qu'elles passaient dans la montagne, elles pouvaient chanter, danser, rencontrer d'autres bergères venant d'autres parties de la vallée, ou même d'autres vallées. Parfois, de jeunes garçons venaient leur rendre visite, et ils faisaient la fête ensemble. C'était donc un temps de détente, de liberté, un moment où elles avaient l'occasion de s'exprimer, d'exprimer leur talent sans être contrôlées par d'autres. Il y a un dicton. En gaélique, ça veut dire « elle a rapporté la danse de l'estive », ce qui veut dire qu'elle danse très bien et qu'elle a dû l'apprendre dans la montagne. Il y a donc l'idée que la montagne, sans échapper entièrement au contrôle de la communauté, était un lieu où les jeunes avaient peut-être un peu plus d'espace pour vivre leur propre vie. Malgré ses airs innocents, l'estive traditionnelle est considérée comme un danger par les colonisateurs anglais qui occupent l'île à partir du XVIe siècle et livrent une guerre sans merci aux rebelles irlandais. De fait, il y a une lettre d'un général anglais, Sir George Carew, écrite en 1600 à propos de cette province de Munster, justement. Il se plaint disant que la rébellion n'aurait pas duré aussi longtemps sans tous ces gens qui emmenaient les troupeaux dans les montagnes et la forêt pour l'été. Car alors on perdait ces personnes de vue et les rebelles pouvaient monter avec elles pour se réfugier là-haut. L'occupant anglais voit dans la transhumance elle-même une preuve de la barbarie irlandaise. « Ils n'ont pas de maison », écrit l'un d'entre eux. « Ils se déplacent avec leurs troupeaux à la manière des nomades, pareils à des bêtes sauvages, toujours prêts à se révolter. Il faut les fixer dans les villages et les bourgs. » C'est exactement le même langage que tiendront 2 siècles plus tard les occupants français en Algérie. Pour civiliser les bergers, il faut les transformer en agriculteurs. Il y a toujours cette dualité entre agriculteurs et bergers, civilisation nomade pastorale et civilisation agricole. Un excellent médiéviste a écrit que les bergers, ce sont toujours les autres. Malgré tout, les communautés paysannes d'Europe maintiennent une économie mixte. Et c'est justement ce mélange d'agriculture et d'élevage qui les caractérise. Ce sont des communautés d'agriculteurs qui possèdent du bétail. Et même s'ils se spécialisent dans l'élevage, ils restent agriculteurs. Il faut bien garder cela en tête, car c'est sans doute ce qui fait leur spécificité. Il n'y a pas d'opposition entre éleveurs et agriculteurs par définition. Cet équilibre entre agriculteurs et éleveurs est rompu quand l'économie s'en mêle. C'est le cas de la grande transhumance espagnole qui voit entre le XIVe et le XIXe siècle 3 millions de moutons traverser le pays chaque année,
descendant au sud pour l'hiver, remontant au nord pour l'été. Une armée de géants. Géants? Bah, pas de géants, moi. Avec du mouton? Trop idiot. Un chevalier ne se trompe jamais. En avant! Pour une fois, le chevalier à la triste figure ne se trompe pas de beaucoup. Les auteurs les plus sérieux de l'époque comparent cette transhumance à la marche d'une gigantesque armée qui ravage tout sur son passage. L'enjeu de cette transhumance horizontale est économique. La laine des mérinos transhumants, bien plus fine que celle des moutons sédentaires, est le principal produit d'exportation et la principale source de revenus de l'État. D'où le soutien sans réserve que les rois d'Espagne accordent aux grandes associations d'éleveurs, dont la Mesta est la plus importante. Regroupant des propriétaires de troupeaux de toute taille identifiés par leur marque distinctive, les associations gèrent le recrutement de bergers professionnels, les négociations avec les villes et les villages traversés et la répartition des pâturages tout au long de parcours allant jusqu'à 800 km sur des chemins spécialement réservés, placés sous la protection du roi d'Espagne lui-même. Dix grandes routes traversent ainsi l'Espagne, et partout où elles passent, la transhumance impose sa loi par une série de décrets officiels. Interdiction d'ériger des clôtures pour protéger les terres communales, interdiction de toute extension de champs qui pourrait nuire au parcours, obligation de laisser paître les troupeaux et d'entretenir les points d'eau pour qu'ils puissent s'abreuver. Quant aux forêts traversées, c'est open bar. Les troupeaux et leurs bergers peuvent se servir à volonté, avec les conséquences que l'on imagine. Et pour couronner le tout, la Mesta dispose de sa propre police et de ses propres tribunaux, qui lui permettent de poursuivre les paysans récalcitrants ou, dans le nord du pays, les petits bergers pyrénéens qui cherchent à protéger leurs propres alpages. Aujourd'hui, la transhumance est devenue le symbole nostalgique d'une liberté perdue, tandis que la gigantesque machinerie de la Mesta est tombée dans l'oubli. Elle n'a pas survécu à l'effondrement du marché de la laine au début du XIXe siècle, ni au jugement des économistes libéraux du XXe, qui ont condamné cette transhumance d'État comme une monstruosité typiquement espagnole, un obstacle au progrès et au développement économique. Le jugement est aujourd'hui plus nuancé. On ne doit pas se faire une image romantique de cette époque, ni la déformer pour y voir un monde harmonieux. C'est une période extrêmement conflictuelle, mais dans laquelle l'expression de la communauté compte énormément. Quand on se penche sur l'histoire de l'élevage dès les premiers textes, les sources parlent d'oteros et de mestas, c'est-à-dire des assemblées périodiques de bergers d'une même région. Et de quoi discutent-ils dans ces assemblées? De l'état des pâturages, de l'état de l'eau, comment la partager, combien de bêtes y a-t-il, comment s'en occupe-t-on, par quelle route passer pour arriver à tel endroit, dans quel état sont les étangs, les abreuvoirs, les puits. Tous ces éléments sont nécessaires à la pérennité de la communauté paysanne. Pour se reproduire et continuer à vivre en tant que groupe social et économique, elle doit tenir compte de la manière dont elle exploite les ressources naturelles du milieu dans lequel elle vit. Un saut dans le temps. 1968. Les barricades du mois de mai à Paris, les tanks russes du mois d'août à Prague et la guerre du Vietnam. C'est le moment que choisit l'Américain Garrett Hardin
pour se livrer à une attaque d'une rare virulence contre les communs ruraux, disparus pourtant en Occident depuis plus d'un siècle. La chose est d'autant plus surprenante que Hardin n'est pas un historien, mais un biologiste, obsédé par la préservation du capital génétique de la race blanche aux USA. The tragedy of the commons is concerned with the problem of allocation of resources. For religious reasons, many people want to adopt a motto like the one that Karl Marx expressed, from each according to his abilities to each according to his needs. In other words, the mere fact that you exist entitles you to your share of whatever there is that's around. Now, no other species of animal operates by this principle, and to think that human beings can do so safely is a very radical idea, and biologists don't think that they can. Pour illustrer sa thèse, Hardin prend l'exemple d'un pâturage communal. L'homme étant un animal raisonnablement égoïste, chaque paysan cherche à maximiser son propre profit, donc à augmenter le nombre de ses propres vaches. Et comme tous font pareil et négligent le bien commun, le pâturage est surexploité et en fin de compte détruit. Tandis qu'au nom de la même rationalité économique, le propriétaire privé va préserver son propre bien. C'est évidemment oublier que les communs, terres et usages, sont précisément réglementés par les communautés villageoises et que le respect de ces règles est non seulement la condition de leur survie, mais aussi le ciment de leur cohérence économique et sociale. Mais n'est-ce pas surtout cela qu'on leur reproche ? Comme le dit au XVIIIe siècle un partisan de leur abolition, plus il y a de communs dans un village, plus ses habitants sont farouches, et plus ils se livrent facilement aux excès les plus dangereux pour la société. C'est l'Angleterre qui, la première, entreprend dès le XVIIe siècle la destruction systématique des communs. Le pouvoir royal mène la charge, comme dans les Fenlands, ces zones marécageuses au nord-est du pays, que le roi privatise en 1626 pour en faire cadeau à ses proches. Les paysans se révoltent. Come, brethren of the water, and let us all assemble to treat upon this matter, which makes us quake and tremble. For they do mean offense to drain and waters over master. All will be dry and we must die, cause Essex calves want pasture. The feathered fowl have wings to fly to other nations, but we have no such things to aid our transportations. We must give place, so grievous case, to horned beasts and to cattle, except that we can all agree to drive them out by battle. Après 20 ans de résistance sporadique, les paysans sont vaincus. Aujourd'hui, il ne reste plus de leur marais que cette petite réserve naturelle cernée par les champs. Mais ce qui a le plus marqué le paysage anglais et l'imagination des contemporains, c'est le mouvement des enclosures, des clôtures érigées par les grands propriétaires terriens autour des terres communales dont ils se réservent l'usage, et autour de leurs propres champs qu'ils interdisent ainsi au parcours coutumier du bétail. L'enclosure consiste en ce qu'un propriétaire terrien revendique pour lui-même la propriété exclusive des terres communales. C'est un processus très anglais, qui requiert des lois du Parlement spécifiques pour chaque village. Je ne crois pas qu'il y ait un lien direct entre les enclosures et les redevances sur les terres communales que réclamaient les seigneurs du Moyen-Âge. Car les enclosures changent le statut même des terres, transformant des terres incultes en terres cultivées. Quand les seigneurs s'approprient des terres, les paysans n'ont plus aucun droit dessus. En revanche, quand les seigneurs exigent une redevance pour l'usage de la terre, les paysans conservent le droit de l'exploiter. Revendiquer la propriété est donc beaucoup plus radical. Cela l'est même tellement que les enclosures nécessitent de modifier la législation, raison pour laquelle il faut une loi du Parlement pour clôturer.
Les enclosures provoquent des centaines d'émeutes locales au XVIe et XVIIe siècle. Rares sont celles qui ont laissé une trace. Mais sur cette carte des environs de Norwich, on a dessiné l'emplacement d'un chêne. L'arbre, si c'est bien le bon, existe toujours. On l'appelle le chêne de Kett, du nom du chef des paysans insurgés du Norfolk. En 1549, c'est au pied de cet arbre qu'ils se sont rassemblés pour aller s'attaquer aux clôtures, puis s'emparer de la ville de Norwich. Après 3 semaines d'occupation, ils ont été défaits et Kett, leur chef, pendu sur les remparts de la ville. Avec l'accaparement des communs, la campagne devient la chasse gardée de l'aristocratie, réservée à ses loisirs et à son enrichissement. Chassés de chez eux, les paysans partent par centaines de milliers mendier sur les routes ou chercher du travail en ville. La misère et la désertification des campagnes sont le prix à payer pour cette révolution agricole anglaise, s'adaptant aux variations du marché pour donner la priorité tantôt aux moutons, tantôt aux céréales quand le cours de la laine baisse. L'Europe entière admire et cherche à imiter le modèle anglais. En France, il a de nombreux partisans au sein de l'administration royale. La monarchie connaissait bien sûr ces enclosures et elle pensait en mettre. Et il y a une pression très forte des agronomes, des économistes pour dire ces terrains productifs, ces usages qui ne sont pas du tout efficaces, il faut mettre fin à tout ça, il faut faire comme les Anglais et on va faire de la grande culture partout et forcément cette grande culture sera toujours plus efficace que la petite. On est dans le cadre de la physiocratie, dans le cadre de l'agronomie militante et donc la grande exploitation est forcément, comme en Angleterre, quelque chose d'efficace. La petite propriété est inefficace. Donc la monarchie a fait des édits de clôture et des édits sur les communaux, mais elle ne s'est guère donné les moyens de les appliquer. Alors pourquoi ? Eh bien, sous Louis XV, on a envoyé un envoyé spécial en Angleterre pour enquêter et pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est bien ? Alors il est revenu, et alors le rapport qu'il a fait était catastrophique. Il a dit, faut surtout pas faire ça. Qu'est-ce que vous allez provoquer ? Vous allez provoquer la ruine des pauvres. Ils n'auront plus accès aux produits collectifs. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces pauvres ? Ils vont aller à la ville, désœuvrer. Ça va créer des troubles. Ce que vous allez provoquer, c'est quasiment des révoltes, des troubles, des conflits. Faut surtout, surtout pas faire ça. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, de son doigt il danse, de son doigt il danse, de son doigt, 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 de son doigt, doigt, doigt. Ainsi danse Jean Petit. Sous ses dehors enfantins, cette chanson populaire décrit les soubresauts d'un corps supplicié, roué en 1643, celui de Jean Petit, chef d'une des nombreuses révoltes de croquants, ces grandes jacqueries antifiscales que la France a connues au XVIIe siècle. Toutes se sont terminées par la défaite des paysans insurgés. Ces révoltes ont pris fin au début du XVIIIe siècle. Dans la France apaisée, le monde rural est alors divisé en 3 catégories. Les manouvriers qui ne possèdent que la force de leurs bras qu'ils louent pour subsister. Les laboureurs, paysans indépendants, qui possèdent un train de labour et suffisamment de terre pour pouvoir en vivre. Et tout en haut de l'échelle, l'élite paysanne, les gros fermiers exploitant parfois plusieurs centaines d'hectares. Entre ces 3 catégories, les tensions sont permanentes. Pour les moissons, les gros fermiers font chaque année appel à des milliers de manouvriers qui profitent de ce moment critique pour se mettre en grève et forcer les gros fermiers à accepter leurs conditions. Ce sont des mouvements violents et carnavalesques que les autorités appellent bacchanales
et dont les meneurs, s'ils sont pris, risquent les galères. Les laboureurs, quant à eux, rivalisent avec les gros fermiers pour l'accès à la terre. Moins riches, ils vivent dans la crainte perpétuelle de perdre leurs champs et de se retrouver déclassés en simples manouvriers. Enfin, en cas de conflit entre laboureurs et gros fermiers, les plus riches peuvent compter sur l'appui des plus pauvres, les manouvriers, leurs employés et obligés. Mais les paysans, toutes catégories confondues, ont un ennemi commun, le seigneur féodal, ou celui qui en a racheté les droits. Au XVIIIe siècle, les droits féodaux connaissent un grand regain. Les seigneurs qui ont besoin d'argent cherchent à rentabiliser leurs terres. Ils font appel à des arpenteurs, employant de nouvelles techniques de relevé pour mettre à jour les plans des parcelles. Le but, c'est de corriger les empiètements et toutes les autres libertés prises par les paysans au fil du temps pour recalculer, toujours à la hausse, les droits qui leur sont dus. Les paysans ne comprennent plus la seigneurie. Ils ne comprennent plus ce que c'est. Parce qu'au départ, vers l'an 1000, le seigneur a concédé des terres contre un droit, une sorte de location. Et on pouvait admettre que le seigneur était finalement le propriétaire. Mais au fil des siècles, le seigneur s'est détaché de plus en plus et les autres ont pris l'habitude. Au départ, ils ne pouvaient même pas transmettre ces terres. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Le paysan peut vendre, il peut transmettre, il peut hypothéquer. Et il ne se prive pas. Il peut échanger. Il cultive ce qu'il veut. Quels sont les freins? À part le fait qu'il doit payer ses redevances. Et il ne comprend même plus pourquoi il doit payer ses redevances puisqu'il se sent propriétaire. Le seigneur dit « Ah, mais vous avez tel droit à me payer. » Et parce qu'il y en a une infinité, hein, quelquefois absolument ridicule, quelquefois une paire de gants, enfin des trucs incroyables. Mais il faut payer. Mais pourquoi on paierait ça? On est propriétaire, on est chez nous. Qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il nous offre en échange? Rien. Autrefois, il nous offrait sa protection. Il y avait les brigandages, il y avait les guerres féodales. C'est fini tout ça. Pourquoi on continuerait à payer à la seigneurie? Donc, effectivement, il y a un mouvement de contestation forte d'un régime seigneurial qu'on ne comprend même plus. Il n'y a plus que le seigneur qui comprend un peu de quoi il s'agit, mais lui, il est juge et parti. Le 14 juillet 1789 à Paris, vu par un film des années 30 de Jack Conway. La révolution qui éclate en France est tout sauf une surprise. L'année précédente a connu d'importantes émeutes paysannes dues à la disette, provoquées par une mauvaise récolte et aggravées par la spéculation sur le prix du blé. La populace ne connaît plus ni les ordres du roi, ni les juges, ni la maréchaussée, ni rien, écrit un fonctionnaire dépassé. La colère paysanne a préparé la révolution politique qui, en retour, lui donne une nouvelle dimension. Après la prise de la Bastille, au milieu du mois de juillet, eh bien, les paysans entrent en révolution. Ils entrent en révolution à partir d'un mouvement qu'on appelle la Grande Peur. Et si je peux me permettre, ça démarre avec une fake news, on dirait aujourd'hui, des rumeurs comme quoi les seigneurs, comme quoi les aristocrates chercheraient à se venger du mouvement révolutionnaire en ayant soldé des bandes de brigands qui viendraient incendier les récoltes, attaquer les villages de paysans. Et je rappelle que la France connaît une très très grave disette, elle connaît une grave crise frumentaire, donc la France attend avec impatience la nouvelle récolte. Donc si cette récolte est décrite, effectivement, les risques de famine seraient grands. Donc les communautés paysannes se mobilisent. Et c'est une mobilisation qui est défensive. C'est-à-dire qu'on organise des patrouilles de jour comme de nuit, on surveille les récoltes, on surveille les bois, et puis rien ne vient.
Alors ce mouvement défensif va se transformer en mouvement offensif. Le paysan mobilisé se retourne, cette fois, contre le système seigneurial. D'un mouvement défensif de protection, on arrive à un mouvement offensif tourné contre la seigneurie. Entre le 20 juillet et le 4 août 1789, les paysans attaquent des centaines de châteaux et de monastères. Les bâtiments sont mis à sac. Des colombiers, privilège seigneurial, détruits. Les pigeons, mangés. Mais la véritable cible des paysans, c'est le cabinet des archives, là où sont les documents, les titres qui prouvent leur sujétion et disent tout ce qu'ils doivent payer, tant pour le cens, impôt en argent, que pour le champard, une part de leur récolte. Dans la nuit du 4 août, pour apaiser les campagnes, l'Assemblée vote l'abolition des droits féodaux. Mais ce n'est qu'un trompe-l'œil. Très rapidement, les députés vont revenir sur l'engagement de la nuit du 4 août et vont faire une séparation entre les droits féodaux qui sont immédiatement abolis, qui sont les droits féodaux personnels, les droits féodaux symboliques, comme par exemple le droit de chasse, le monopole de la pêche du seigneur, la primauté du seigneur à l'église, les banalités, tout ça, c'est abandonné. Mais en revanche, on considère que les droits féodaux qui pèsent sur la terre, c'est de la propriété. Et la propriété, c'est une valeur sacrée. Chez les hommes de 89, comme chez la plupart des hommes de la Révolution. Or, abolir les droits féodaux qui pèsent sur la terre, donc en particulier le cens, le champard, eh bien, c'est attentatoire à la propriété. Et là, la Révolution est en porte-à-faux, et là, il va y avoir une dissonance, une grande incompréhension avec le monde paysan. Le sort des communaux usurpés sous l'Ancien Régime est une source permanente de conflits. Celui qui oppose à l'automne 1790 les villageois de Gournay dans l'Oise au seigneur local a pour enjeu des pommes. Les pommiers litigieux sont plantés sur la voirie communale, mais le seigneur s'en attribue toujours la propriété. Les villageois proclament que la Révolution leur a rendu les arbres et leurs fruits et organisent une cueillette collective. Le seigneur fait appel aux autorités qui envoient l'armée. Les paysans veulent sonner le tocsin pour appeler du renfort. Mais le curé, complice du seigneur, a caché les cordes des cloches et la clé du clocher. L'armée récupère les pommes et les rend à leurs propriétaires illégitimes. L'arbre de mai, qu'on plante pour célébrer le retour du printemps, est un ancien rite pratiqué dans toute l'Europe. En 1789, les paysans français en font l'emblème de leur révolution en y accrochant tout le bric-à-brac de l'oppression féodale. De l'écritoire, symbole des registres haïs, à la girouette, privilège de la maison seigneuriale. Mais il faudra encore 4 ans de lutte paysanne pour que le régime féodal soit enfin réellement aboli après 1000 ans d'existence. La Révolution célèbre l'agriculture et les paysans. Ils sont désormais citoyens à part entière. Cette nouvelle dignité laisse toutefois intactes les inégalités villageoises, la propriété des uns et des autres étant proclamée sacrée. Mais les paysans vivent mieux. Libérés du poids des prélèvements féodaux, vendant cher leurs produits aux villes où les bouleversements politiques engendrent la disette, ils s'enrichissent, profitant d'une révolution qu'on dit bourgeoise, mais qui est tout autant paysanne. Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard que les idées de la Révolution française parviennent jusqu'au Vorarlberg, une vallée reculée de l'Empire autrichien,
où les vaches font l'objet d'un véritable culte, à la fois source de toute richesse, mais aussi, dit-on, douée de pouvoirs magiques, capable de parler et de prédire qui mourra dans l'année, surtout à Noël, quand sonne minuit. Au printemps 1859, un jeune berger emmène ses vaches au pâturage d'été quand un pont de bois sur le torrent s'effondre, l'entraînant dans sa chute. Emporté par le courant, il se retrouve comme Buster Keaton, les gags en moins. Et alors qu'il lutte pour sauver sa vie, les autres bergers le regardent se noyer et passent leur chemin. « J'étais dans ma solitude », écrira-t-il plus tard. Il s'appelle Franz Michael Felder. Il aime lire et surtout écrire, depuis ses cahiers d'écolier jusqu'aux livres qui le rendent célèbre, mais lui valent l'hostilité des autres villageois qui lui reprochent de trahir la communauté en cherchant à s'élever au-dessus de sa condition. Découvert à l'âge de 24 ans, célébré dans toute l'Allemagne comme paysan-poète, il choisit de rester à Schoppernau, où il organise la fronde paysanne contre les 2 maîtres de la vallée. Gallus Moosbrugger, appelé le baron fromager, qui contrôle le marché et impose ses conditions aux paysans pauvres, et son complice, le curé du village, qui prêche aux mêmes paysans l'humilité et l'obéissance. Felder meurt à l'âge de 30 ans. Pendant de longues années, l'Église refuse qu'il soit enterré dans le cimetière du village et sa tombe est reléguée sur un terrain vague voisin. La vengeance de l'Église ne s'arrête pas là. Dans le registre des décès, le curé de Schoppernau a ajouté un point d'interrogation, comme pour réaffirmer qu'on ne pouvait pas être à la fois paysan et poète. C'est petit, c'est mesquin, mais c'est aussi un signe que les temps ont changé, que le paysan n'est plus celui à qui on peut tout simplement refuser l'accès au savoir, comme dans le vieux proverbe de la poire et du fromage. En fait, paradoxalement, le peuple s'est approprié ce proverbe, alors même qu'il est au départ dirigé contre les paysans. Ne dis pas au patron que le fromage est bon avec la poire, dit-on par plaisanterie. Ou encore cette dernière version. Le paysan ne doit pas savoir que le fromage est bon avec la poire, sauf que le paysan, qui n'est pas couillon, le savait bien avant le patron.